Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blessings, le réseau professionnel facile pour tous les étudiants. Et je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui très nombreux pour ce troisième épisode de notre saison 2 de notre webinaire Un métier d'exception. Alors, je vois que vous arrivez, je vous invite en effet à utiliser le chat et à venir nous faire un petit coucou et nous dire bonjour. Donc, bonjour à tous. Ça nous fait plaisir que vous soyez, comme à votre habitude, extrêmement nombreux connectés encore. Alors, on est ravis d'être à vos côtés, spécifiquement en cette période qui est compliquée pour de nombreux jeunes. Et vous avez pu voir qu'on avait un mois de novembre très chargé en actualité chez Major Blessings, avec toujours plus de professionnels qui sont disponibles pour échanger avec vous. Nos professionnels sont extrêmement généreux et solidaires en cette période. Ils ont pour beaucoup augmenté leur nombre de disponibilités pour justement pouvoir répondre à toutes vos demandes. Je voulais aussi vous dire qu'hier, j'ai pu annoncer en direct sur BFM TV l'ouverture de Major Blessings à tous les jeunes de 15 à 30 ans. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2021, on va accompagner, au-delà des étudiants d'enseignement supérieur qu'on accompagne aujourd'hui du bac plus 1 au bac plus 8, on va également accompagner tous les jeunes de 15 à 30 ans. Ça veut dire les lycéens, qui soient en lycée général ou en lycée professionnel. Et notamment, on avait à cœur d'être présents à leur côté pendant ce moment délicat qui est Parcoursup, qui va arriver fin janvier. Donc, nos professionnels seront là aussi pour les accompagner. Mais aussi tous les jeunes jusqu'à 30 ans. Ça veut dire quelle que soit leur situation, qu'ils soient au lycée, en études supérieures, déjà en poste, voire même sans emploi. Donc, si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par les services de Major Blessings sur la tranche d'âge 15-30 ans, à partir du 1er janvier, on sera ravis de les accueillir. Également, cette semaine, sur la plateforme, on a eu le plaisir d'accueillir les ambassadeurs de l'armée de terre qui sont présents sur Major Blessings. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir le plaisir d'accueillir dans quelques instants le colonel Buch, qui est la première femme à avoir pris le commandement des 1200 hommes du 31e régiment du génie à Castel-Sarrazin. Elle est également chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Mais juste avant que le colonel me rejoigne sur scène, il y a quelques règles que je voulais vous donner parce que vous savez que moi, je vais lui poser quelques questions jusqu'à 18h30, mais à partir de 18h30, ce sera à vous et je vais pouvoir prendre les questions que vous allez poser tout le long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, à chaque fois que vous allez poser une question, à bien préciser votre prénom, votre âge, votre cursus et votre établissement scolaire. Donc, par exemple, je m'appelle Sophie, j'ai 22 ans, je suis étudiante en première année de droit à l'université d'Aix-en-Provence. Et comme on est sur un webinaire qui est en lien en fait avec le métier et le parcours du colonel Buch, il y a 4 grandes catégories de questions que vous allez pouvoir poser. Donc, le parcours du colonel dans l'armée de terre, son métier, l'univers, toutes les questions qui sont liées à l'armée de terre, et également le recrutement au sein de l'armée de terre, si vous avez envie de suivre sa voie. Donc, je vais inviter le colonel à me rejoindre sur scène. Elle devrait arriver dans quelques instants à côté de moi. Bonjour, colonel. Bonsoir, Émilie. Alors, ravie de vous avoir avec nous. Peut-être que pour commencer, vous pourriez nous présenter en quelques mots qui vous êtes. Très bien, alors je me présente, je suis le colonel Catherine Buch. Actuellement, je commande le 31e régiment du génie à Castel-Sarrazin, qui est un régiment de l'armée de terre. Et je suis en fonction sur ce poste depuis un peu plus d'1 an et pour quelques mois encore, puisque c'est un poste qu'on occupe pour une durée de 2 ans en général. Merci. Si on parle un petit peu de votre parcours, est-ce que vous pouvez nous parler de vos études? Quelles études vous avez fait pour en arriver là aujourd'hui? Alors, j'ai suivi un parcours assez traditionnel de bac général. Alors, c'était un bac scientifique, mais n'étant pas plus disposée que ça pour les sciences, j'ai
J'ai opté ensuite pour une classe préparatoire, mais littéraire, une classe préparatoire d'entrée à Saint-Cyr, donc spécifique. Ce n'était pas exactement une cagne, hippocagne comme on en connaît maintenant. C'est un dispositif qui n'existe plus, mais enfin voilà, une filière littéraire pour intégrer ensuite directement l'école spéciale militaire de Saint-Cyr par le concours des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, vous aviez déjà dans l'idée de rentrer dans l'armée de terre. C'était une vocation depuis toute petite. Vous aviez des parents déjà militaires. C'est des films qui vous ont donné envie. Enfin, comment s'est fait votre idée de vous engager dans l'armée de terre? Alors, ça s'est fait avec des moyens beaucoup moins développés et intéressants que ce qui existe aujourd'hui. C'était plus par le réseau de camarades de lycée. C'était pas un projet très ancien. Voilà, c'est vraiment en fin de lycée que je me suis définie sur cette classe préparatoire. J'avais envie d'un métier de terrain, d'action, avec des responsabilités. J'avais envie de pousser mes études. Voilà, j'avais envie de me mettre un peu au défi sur les études, donc d'aller sur quelque chose d'un petit peu exigeant quand même aussi. Sachant que si j'avais pas ça, je travaillerais peut-être pas suffisamment ou j'exploiterais pas pleinement le potentiel. Donc voilà, puis un de mes camarades connaissait cette filière, m'en a parlé, me l'a présenté et j'ai posé un dossier, j'ai été retenue pour la classe préparatoire et j'ai découvert ensuite tout ce que ça fait, mais ensuite. D'accord. Ici, on arrive sur votre parcours. Donc, une fois que vous avez fini Saint-Cyr, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, la formation à Saint-Cyr dure 3 ans. C'est une formation générale d'officier où on apprend les bases du métier de soldat et puis ensuite, voilà, quand même un certain nombre de spécificités liées aux fonctions d'officier. Et puis, on a aussi toute une partie de formation académique pour compléter le cursus universitaire qu'on a commencé en classe préparatoire où on continue à se former soit dans le domaine des sciences sociales ou des relations internationales. Donc après ces 3 années, au classement, on choisit une spécialité dans l'armée de terre, puisque l'armée de terre comprend de nombreux métiers, mais qui sont regroupés en ce qu'on appelle des fonctions opérationnelles, qui sont des grands domaines d'action ou d'engagement dans l'armée de terre. Il y a l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, les transmissions, le génie, bien sûr, qui sont parmi ces fonctions opérationnelles assez connues. Et donc, moi, j'ai opté pour le génie. Et si vous me posez la question pour savoir pourquoi le génie, Vous m'avez devancé. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le génie? Qu'est-ce que c'est que cette spécialité qu'on s'imagine peut-être un petit peu moins que d'autres? En fait, pour essayer de faire assez simple, le génie, c'est un peu l'arme de l'engagement sur le terrain, d'appropriation du terrain, soit pour faciliter l'engagement des unités de l'armée de terre sur le terrain, ouvrir des itinéraires, franchir des fleuves, déminer des axes. Soit pour, au contraire, se protéger, construire des postes, etc. Donc c'est l'arme un peu de l'aménagement du terrain, de l'appropriation du terrain pour conduire la bataille avec les autres armes. Donc c'est une arme qui travaille en appui des autres, avec donc une dimension d'engagement collective. C'est une arme très diversifiée, puisqu'il y a de nombreuses sous-spécialités et métiers dérivés. Et puis pour moi, c'était un bon compromis entre une option très, très opérationnelle, du commandement pur, et puis un métier très, très concret que je recherchais également. Ok. Et du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours au sein de l'armée de terre avec les différents postes que vous avez occupés? Oui, bien sûr. Alors, tous les parcours sont différents, donc moi c'est vraiment une illustration, mais il y en a tellement d'autres, y compris quand on a fait la même école que moi. Donc moi j'ai un parcours qui se décompose pour l'instant un peu en deux grands
en deux grands blocs, en deux grands aspects. Tout d'abord, la partie en régiment, de commandement dans les unités opérationnelles des forces terrestres, avec les différents niveaux de responsabilité qu'on occupe petit à petit. Voilà, le principe dans l'armée de terre, c'est que quel que soit son recrutement, qu'on soit soldat, sous-officier, officier, on commence à la base dans son domaine et c'est avec les années, les résultats qu'on augmente en responsabilité. Donc on commence lieutenant, on commande une trentaine d'hommes pendant 3 ans. Après, on peut tenir d'autres types de postes et puis quelques années plus tard, on commande une compagnie. Donc là, cette fois-ci, c'est plusieurs sections, c'est entre 100 et 150 hommes. Et puis après, on prend des responsabilités qui sont plus liées à la préparation opérationnelle, à l'instruction des soldats, à l'engagement opérationnel d'un régiment, jusqu'à tenir la fonction que je tiens aujourd'hui, qui est celle de commander un régiment. Donc là, on est plutôt entre 1000 et 1500 hommes en fonction des unités. Et avec toutes les dimensions du commandement, aussi bien celle de l'engagement, de la préparation, de la partie RH, du quotidien, du soutien, de l'environnement. Voilà, donc c'est très très large comme responsabilité. Donc ça, c'est la première partie de mon parcours, vraiment en régiment, dans le commandement et dans mon cœur de métier du génie que je vous ai décrit tout à l'heure. Et puis en dehors de ces temps-là, qui représentent finalement une petite dizaine d'années sur mes années de carrière, on occupe d'autres types de postes et moi j'étais plus centrée sur de la formation initiale d'officier à Saint-Cyr où j'ai été instructeur en tant que jeune capitaine auprès de jeunes Saint-Cyriens. Et puis sur le poste que j'ai tenu avant de prendre le commandement du régiment, cette fois-ci j'ai commandé une promotion d'élève officier Saint-Cyrien pendant 3 ans. Voilà, donc j'ai un petit peu un parcours qui s'est divisé sur ces deux aspects, et puis avec aussi des temps de formation qui reviennent régulièrement dans la carrière, parce que quand même pour tenir ces responsabilités toujours croissantes, pour se spécialiser aussi dans différents domaines par la suite, parce que vous l'avez vu, le temps en régiment, dans les unités, dans les régiments de l'armée de terre, c'est qu'une partie en fait de la carrière. On est aussi amené à se spécialiser, ça peut être en RH, en finance, en communication, en maintenance, en logistique, dans plein d'autres domaines. Donc, on a besoin d'avoir des compléments de formation. Et donc, il y a des moments dans la carrière où on repart sur les bancs de l'école et on repart se former. Ce que je retiens en tout cas de ce que vous avez dit, et c'est assez incroyable, je pense que c'est peut-être sans doute un des seuls univers où c'est comme ça, c'est qu'en sortie d'école, vous gériez déjà 30 personnes en étant tout jeune. Et donc, du coup, c'est énormément de responsabilités, très jeune. Et puis, les responsabilités ne font que grandir au fur et à mesure de votre parcours. C'est assez incroyable, en fait. Mais je pense que c'est ce qui est très motivant aussi dans la scolarité, le choix qu'on fait, c'est que la durée de scolarité est définie. On sait que ça va durer 3 ans. En plus, c'est une scolarité quand même assez diversifiée, qui alterne beaucoup d'engagement physique, mais de réflexion sur le métier, puis d'apprentissage technique et très divers. Mais à 25 ans, on est en poste, on est en responsabilité. Et effectivement, c'est pour ça quand même, c'est ce qui nous attire dans l'engagement qui est le nôtre. Et c'est un vrai épanouissement, enfin une vraie satisfaction dès le début de sa carrière d'avoir de si belles responsabilités, très concrètes d'ailleurs. Si on s'intéresse à votre métier du moment, donc vous gérez 1200 hommes aujourd'hui, vous êtes colonel dans l'armée de terre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos missions et sur ce que vous faites concrètement, vous et vos hommes, du coup? Alors, quand mes enfants me demandent le soir ce que j'ai fait de ma journée, des fois, j'ai beaucoup de mal à leur répondre parce qu'en fait, on fait tellement de choses différentes au sein d'une même journée ou d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, qu'en fait, résumer en quelques mots, en quelques minutes, en quoi consiste le travail, c'est très difficile. Bon, je crois que un régiment, c'est une unité qui va rassembler des hommes qui sont formés, conformes, qu'on prépare pour remplir les missions de l'armée de terre. Donc notre mission, notre travail, c'est après la phase de recrutement, de les former, de les spécialiser dans leur domaine, de les accompagner
de les désigner pour la mission, de les préparer pour la mission et de les envoyer en mission, que ce soit à l'étranger, sur le territoire national. Voilà, donc c'est un petit peu ça la mission. Et cette mission, elle se compose évidemment de tout un tas d'étapes différentes ou d'unités différentes, puisqu'il y a une partie RH qui est quand même très très importante, puisque on suit l'évolution, on suit les parcours, on forme, on accompagne. Il y a une partie d'instruction, de formation, d'entraînement qui est aussi importante, avec toute la dimension physique, aguerrissement, terrain, parce que évidemment le soldat c'est un homme de terrain. Donc ça fait aussi partie du temps. Il y a la partie évaluation, on part s'entraîner tous ensemble, donc il y a tous ces domaines-là. Et pour bien comprendre, pour être sûr que les étudiants qui nous écoutent et qui sont peut-être pas très familiers avec l'environnement de l'armée de terre encore, la 31e division du génie, elle fait quoi exactement, votre rôle global et peut-être, je sais pas, un exemple de mission ou quelque chose pour peut-être… Oui, alors c'est le 31e régiment du génie. Alors c'est un régiment qui appartient à la 3e division voilà, de l'armée de terre. Il y a 2 grandes divisions dans l'armée de terre qui regroupent la majorité, on va dire, des postes, pour essayer d'être assez schématique. Et c'est un régiment qui appuie directement la division et les brigades qui composent la division dans nos différents savoir-faire que j'ai décrits tout à l'heure. Et j'ai dit qu'au sein du régiment, on nous donnait les hommes, les missions, on nous donne aussi les équipements, enfin une partie des équipements, du matériel, et donc on est responsable de tout cet ensemble qu'on doit faire fonctionner, travailler ensemble, se préparer ensemble pour ensuite être déployé, engagé sur les opérations de l'armée de terre. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Non, c'est très clair, c'est très clair. Pour revenir à votre poste, donc j'ai bien compris que la journée type n'existe pas, mais si on vous demandait, parce que nous, il y a un vrai travail qu'on fait en fait auprès des jeunes pour expliquer que le métier tout parfait, où tout est rose et où il y a plein de paillettes, c'est peut-être dans les films, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça, et que dans chaque métier, il y a des choses qu'on aime profondément, et puis il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus contraignantes ou difficiles. Vous, colonel dans l'armée de terre, c'est quoi que vous aimez le plus et c'est quoi qui est plus difficile? Alors, bon, en tout cas, ce qui caractérise quand même le métier d'officier en général, c'est vraiment cet investissement quotidien dans la direction de ces hommes, dans le commandement, ce qu'on appelle, ou le management, si on doit le leadership, si on doit adapter à un langage un petit peu civil, et puis la prise de décision qu'on attend de nous. Donc on est, en tout cas moi à mon niveau, en permanence sollicité pour fixer des orientations, prendre des décisions, faire les choix, et toujours sur des choses qui ne sont pas simples, parce que si c'était simple, on ne se retournerait pas forcément vers le chef. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on attend de nous, et dans tous les domaines. Voilà, mais c'est sur le fonctionnement du régiment, comment on règle telle situation, comment on se prépare pour faire telle chose, comment on arbitre entre ce type de situation. Maintenant, ce que j'aime ou ce que j'aime moins dans mon métier, bon, il y a des tâches qui sont forcément plus fastidieuses. Il y a toute une partie qu'on a tous dans tous les domaines un petit peu, mais qui est administrative, procédurière, etc., qui prend aussi un peu de temps, y compris au chef, même si on a des subordonnés et qu'il y a quand même un environnement qui est là pour faciliter le travail. Et ensuite, je pense que ce que je préfère, c'est… Du coup, ça a coupé pendant que vous nous expliquiez ce que vous aimiez le plus dans votre métier et dans votre engagement. D'accord, ça avait coupé à ce moment-là. Donc, ouais.
Ce que je disais, c'est que, évidemment, hein, comme le jeune soldat ou le jeune officier ou élève officier d'il y a 20 ans, quand je me suis engagée, ce qui me plaît le plus, c'est la mission opérationnelle. Voilà, qu'elle soit ici, en France, en métropole ou à l'étranger. Quand on part avec les hommes avec lesquels on s'est préparé sur une mission bien définie, qu'on va vivre ensemble pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, en collectivité, un peu séparé de sa famille, dans un environnement qui est parfois un petit peu aussi rustique, contraignant, difficile. Voilà, je crois que c'est ça les temps forts, les raisons pour lesquelles on s'engage, ce qui fait l'attrait, enfin la beauté de ce métier. Ce qui fait qu'on est très content aussi après de retourner sa vie, de retrouver sa vie un petit peu plus confortable, sa famille, etc. Mais voilà, la mission, l'engagement opérationnel, je pense que ça reste comme le cœur de la vocation. Et justement, est-ce que vous auriez peut-être une petite anecdote en mission à nous partager pour nous donner un petit peu du vécu et que les jeunes puissent bien se projeter dans ce que vous pouvez être amenés à vivre? Eh bien, peut-être une anecdote de ma première expérience opérationnelle, puisqu'on parlait de ça, et puis étant donné que je m'adresse à des jeunes, effectivement, quand j'ai débuté en régiment, 1 an après ma sortie d'école à peu près, j'ai été désignée pour partir au Kosovo. J'avais 25 ans. Je formais depuis quelques mois une jeune section de jeunes engagés, jeunes civils, de jeunes soldats. Je les avais formés, préparés, on s'était préparés tous ensemble, et puis j'ai été désignée pour partir sur cette mission. Donc évidemment, c'est la concrétisation après des années de classe préparatoire, d'école, de ce qu'on a attendu, ce pourquoi on s'est préparé, avec des gens qu'on connaît, auxquels on est attaché, parce que forcément des liens, quand on forme des jeunes, sont assez forts. Et puis on arrive dans un pays où la langue n'est pas le français, qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est vraiment l'aventure, et l'image forte que je retiens, c'est la première mission à l'extérieur du camp français sur lequel on séjournait, où j'ai quitté ce camp à la tête de ma rame de véhicules blindés avec ma section pour me rendre à l'autre bout du Kosovo avec une carte papier. Et bon, voilà, c'était le début de l'aventure, et c'était un moment très fort et assez émouvant de concrétisation très réelle et de confirmation que j'avais fait le bon choix et que c'est ce que j'étais venue chercher. Merci beaucoup. Avant de prendre les questions que je vois très nombreuses des jeunes, ma peut-être dernière question avant d'enchaîner avec eux. On est dans une période de crise en ce moment. Beaucoup de jeunes sont angoissés à l'idée d'arriver bientôt sur le marché du travail. Pour certains, c'est compliqué de trouver un stage, une alternance. Certains parlent même de génération sacrifiée. Est-ce que vous auriez un conseil, un mot d'espoir à partager avec les jeunes qui nous regardent ce soir? Alors moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que on peut accepter le discours ambiant et l'angoisse ambiante, ou les discours assez négatifs, ou tout simplement se dire qu'il y a quand même des possibilités, il y a quand même des choses, qu'on a envie de faire quelque chose et de s'engager très, très concrètement. Donc après, il faut trouver sa voie, le parcours qui correspond le plus à ce qu'on a envie de faire, mais voilà, enfin, l'exemple du recrutement dans l'armée est quand même très parlant. On a une armée de terre notamment qui est jeune, donc jeunesse égale recrutement. Donc on a besoin de jeunes, quelles que soient les origines, pour faire un métier fantastique, parce que c'est quand même un métier qui a du sens. On ne fait pas ça que pour l'argent, ou que pour faire bouillir la marmite. Donc c'est un métier fantastique, et puis avec quand même de beaux avantages, puisqu'on parle effectivement d'un monde du travail qui est quand même un petit peu compliqué, difficile pour y entrer, difficile pour y rester.
L'armée offre des contrats, des parcours de carrière. Moi, je suis officier de carrière, donc je me suis jamais trop inquiétée sur le fait que j'allais peut-être éventuellement perdre de mon emploi. Donc, c'est quand même un vrai avantage. Voilà. Donc, je crois qu'il faut. Et puis, il y a aussi des possibilités aujourd'hui qui n'existaient pas il y a plusieurs années ou au siècle dernier, quand moi je suis rentrée dans le monde professionnel, de s'informer, de se renseigner, d'avoir des contacts, d'échanger et d'avoir un maximum d'informations pour faire le bon choix, être accompagné dans son orientation. Donc, c'est vrai que le marché du travail est peut-être difficile, que la situation économique de notre pays n'est pas simple non plus, mais je reste persuadée que de toute façon, voilà, il y a quand même des emplois qui se créent, il y a des filières qui recrutent et il y a des possibilités intéressantes pour bien se renseigner et pour pouvoir accéder au marché du travail. Donc, si je résume ce que vous avez dit, 2 éléments clés. Le premier, l'armée de terre recrute, donc pas de souci de ce côté-là, et il y a beaucoup d'opportunités dans l'armée de terre, même en situation de crise. Et le deuxième message, c'est important de se renseigner avant d'y aller, donc n'hésitez pas à aller échanger avec les ambassadeurs de l'armée de terre sur Major Glacis, par exemple, pour mieux comprendre les métiers et puis rentrer et s'engager après. Du coup, merci beaucoup. On va passer aux questions qui sont assez nombreuses des jeunes. On les a groupées en 4 catégories, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, je vous propose qu'on commence par votre parcours. Alors, colonel, j'ai une question de Louise qui a 18 ans, qui est étudiante en BTS communication au lycée Sainte-Clotilde de Strasbourg et qui demande, en tant que femme, avez-vous eu des difficultés à évoluer dans votre secteur qui est l'armée de terre? Et est-ce que ceci a eu un impact? Écoutez, des difficultés, pas tant que ça, puisque a priori, je suis quand même à une place qui correspond à un parcours plutôt réussi. Donc non, maintenant c'est un parcours exigeant, qu'on soit un homme ou une femme, déjà, d'être officier, enfin d'être cadre supérieur, d'être officier dans l'armée de terre. Dès qu'on a des responsabilités, dès qu'on commande ou qu'on est dans le management, voilà, ce sont des métiers exigeants, où on est en permanence remis en question, parce que je vous ai décrit un parcours très évolutif. Donc, il y a une mobilité fonctionnelle qui est quand même importante. Donc, c'est une remise en question permanente. Donc, il faut être capable de prendre des risques, d'être parfois un petit peu en déséquilibre, de se frotter à des obstacles ou de foncer sur les obstacles. Et puis voilà. Puis, pour moi, il y a rien d'insurmontable à partir du moment où voilà, on en a quand même la volonté, où on s'en donne les moyens. L'armée, les critères de recrutement pour les femmes et pour les hommes sont les mêmes. Les possibilités d'évolution sont les mêmes. Il n'y a pas de quotas. Au début de la féminisation des armées, on fonctionnait par des systèmes de quotas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, les femmes restent quand même minoritaires, mais ça s'explique davantage par une appétence moindre pour ce type de métier, de fonction, de vie, globalement, que par une porte qui serait moins grande ou moins ouverte pour les femmes. Donc, à partir du moment où on se reconnaît dans ce métier, où on a envie d'y aller, je pense que ça fonctionne, mais qu'il faut être prêt à s'investir et puis pas avoir peur non, des difficultés et d'un parcours qui n'est pas si simple, mais comme d'autres. Aujourd'hui, vous êtes officier avant tout, homme ou femme, c'est secondaire, on est d'accord? Ça change absolument rien dans le travail. On a le même salaire, voilà. Mais après, oui, c'est pareil. Enfin, je me permets de nuancer un tout petit peu parce que en même temps, on est femme, on est homme. Et puis on est tous différents avec des Bien caractères sûr, différents. bien Donc, sûr. moi, ce que j'aime quand même bien mettre en avant, c'est qu'on a quand même tous notre place avec nos personnalités, nos façons de voir les choses, d'aborder les choses, et qu'il y a quand même une complémentarité de tous les profils. Moi, j'ai jamais voulu ressembler à un homme. Je commande sans doute de manière très différente d'une grande majorité d'autres personnes ou d'hommes. Donc, je pense qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas se catégoriser comme ça. Faut rester comme on est avec sa personnalité. Et puis voilà. Et puis donc voilà, il y a cette complémentarité. Donc,
Il y Très a de bien. la place pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Il n'y a pas de distinguo, mais en même temps, on ne jette pas un voile sur la personnalité des gens. Parfait. En lien toujours avec votre parcours et la progression que vous avez eue jusqu'à présent, il y a Arnaud qui est en Master 1 à l'INSA Rennes qui demande, après vos 2 ans, sur quel type de poste devriez-vous évoluer? Alors là, effectivement, je vais changer un petit peu de domaine ou de compartiment de terrain, puisque après le temps en régiment qui m'a occupé la moitié de ma carrière, le temps en école, en formation initiale, je pense que je vais davantage donc m'orienter vers des postes en état-major, sans doute à Paris, ce qu'on appelle l'administration centrale, l'état-major des armées ou l'état-major de l'armée de terre. Et puis j'ai une spécialité finance. Sur laquelle j'ai été formée au cours de ma carrière, et donc je suis amenée à occuper des postes dans ce domaine-là. Parfait. Si on en vient sur votre métier actuel, on a Marie qui est étudiante en licence professionnelle droit des sociétés qui demande selon vous quelles sont les qualités et compétences à avoir pour exercer votre métier. Bon, moi, je pense que j'en ai déjà illustré ou fait passer quelques messages au travers de mon témoignage. Je pense qu'il faut avoir le sens du service. C'est un métier où on travaille pour les autres. Déjà, on travaille pour une cause, pour son pays, pour défendre, pour être prêt à défendre nos concitoyens et la France, mais aussi au quotidien et très concrètement, on travaille pour ses subordonnés, pour son environnement, pour ses chefs, pour la mission. Donc, il faut avoir le sens du service. Je pense qu'il faut aimer le travail et la vie en collectivité. Ouais, là c'est bon, on vous entend de nouveau. D'accord. Oui, on parlait des qualités, etc., qu'il fallait avoir. Voilà. Après, je pense il y a beaucoup d'humains quand même, parce qu'on vit des choses et on traverse des choses assez fortes ensemble, hein. Déjà, on vit au quotidien quand on est en mission du matin au soir, parfois pendant 4 ou 6 mois, on vit exactement avec les mêmes personnes, ou on travaille avec les mêmes personnes dans des espaces réduits, dans des conditions difficiles. Donc, il y a quand même beaucoup d'humains aussi, de qualité, de tolérance, d'accepter les autres, de savoir vivre ensemble. Et puis après, sur le métier de chef, le métier de chef, faut quand même avoir envie de travailler et de s'investir un peu pour son travail. Il faut avoir l'esprit de décision. Je pense que c'est aussi important, le sens du commandement, la capacité à faire passer des messages, à engager les gens avec soi et derrière soi. On a plusieurs questions qui se recoupent. Je vais toutes vous les poser, mais qui ont un lien aussi avec est-ce qu'il est possible d'avoir une vie de famille ou comment vous arrivez à gérer vie professionnelle et vie privée. Donc Benjamin, qui est étudiant en école de commerce à l'IPAC à Annecy, qui nous demande est-ce facile d'avoir une vie privée avec un métier comme ça? On a Mathilde qui nous demande comment gérez-vous les missions avec la vie de famille? On a Tom, 21 ans, en 3e année d'école de commerce à Kedge, qui nous dit quelle est la charge de travail de votre poste et comment gérez-vous l'équilibre pro-perso. C'est un peu des questions qui se regroupent. Qui se regroupent, d'accord. Bon, pour commencer, c'est important et nécessaire d'avoir une vie privée, déjà. Alors, si en plus c'est une vie de famille, c'est encore mieux. Mais je pense que ça fait partie de l'équilibre général de la personne aussi. Et je pense qu'on peut donner beaucoup aux autres si soi-même on va bien et ça se passe bien à titre personnel. Et la famille fait partie de ça. Voilà, moi, j'ai 3 enfants, donc jusqu'à présent, j'arrive à concilier l'ensemble. Évidemment, ça demande pas mal d'organisation. Quand on est officier, on gagne aussi correctement sa vie, donc voilà, ça demande aussi quelques moyens pour mettre en place toute cette organisation qui va pouvoir gérer les absences.
ça doit être bien accompagné. Il faut le couple, la famille, tout cela fonctionne correctement. Et puis après, je pense qu'il faut accepter de ne pas être forcément sur des modèles traditionnels. Voilà, moi, je pense que j'ai sans doute moins de temps de présence auprès de mes enfants que d'autres. Maintenant, c'est pas pour ça que je culpabilise et le temps que j'ai, j'essaye de l'utiliser du mieux possible. Mais bien sûr, c'est possible. Et puis, il y a plein d'autres métiers, de toute façon, où la disponibilité est importante, où les horaires sont particuliers. Donc, c'est vraiment pas spécifique à l'armée, mais plus au choix professionnel qu'on a fait ou à l'investissement professionnel qu'on décide d'avoir. Parfait. J'ai des questions. Je vais essayer de regrouper 2 questions aussi. Aurélie, qui est étudiante en M1 en école de commerce, qui demande si vous avez déjà eu peur pour votre vie et si vous avez peut-être des anecdotes à nous raconter sur des missions. Et Coralie, 23 ans, qui est étudiante en école de communication à Sub de Pub Lyon, qui dit « Sur quelle mission avez-vous été déployée et comment gérez-vous le stress inévitable de ces départs ainsi que de potentiels événements tragiques qui pourraient survenir ?» Ça fait quand même partie de… Oui, bien sûr. Hein, voilà, on a parlé du métier militaire. Il y a quand même une spécificité de ce métier dont on n'a pas parlé. C'est l'engagement, le combat et la dimension de la blessure et de la mort qui font aussi partie du métier parce que notre mission, ça peut être de faire usage de la force, de la violence, et donc éventuellement de donner sa vie ou de devoir donner la mort. Donc oui, c'est une dimension importante, c'est une dimension à laquelle on pense quand on part soi-même en mission. On y pense aussi pour ces hommes, hein, beaucoup d'ailleurs, parce que quand on part avec son unité, voilà, la question qui se pose, c'est qu'on espère qu'on va ramener tout le monde. C'est pas toujours le cas. Hein, vous suivez tous l'actualité. Donc la confrontation à la blessure, à la mort, on y est tous directement ou indirectement confrontés. Moi, je me suis jamais retrouvée en situation où j'ai eu peur pour ma vie. On a dans notre formation ou dans les stages qu'on fait, dans les situations qu'on vit, des mises en situation qui sont censées nous mettre sous pression, etc. Donc pour nous former, nous préparer, puis voir si on est capable d'encaisser ce stress. Mais en situation réelle, je me suis pas trouvée confrontée à une situation de crise ou dramatique. J'ai été confrontée à la blessure de mes subordonnés qu'il a fallu gérer, à des accidents parfois graves. Mais voilà, mais ça reste effectivement des moments qui marquent et des liens forts aussi qui se créent entre les gens, entre les soldats suite à ce genre d'événements ou de situations vécues ensemble. Merci beaucoup pour votre réponse très, très, très claire. Si on vient un peu en lien avec l'univers de l'armée de terre, plusieurs questions là aussi. Arnaud, étudiant à l'INSA Rennes, qui dit « Comment se passent les évolutions de carrière au sein de l'armée de terre ? Quelles sont vos marges de manœuvre pour exprimer des souhaits d'évolution ? Est-ce qu'il y a différentes passerelles qui se sont ouvertes à vous ? Comment ça fonctionne, ces changements tous les 2 ans ? On va parler uniquement des officiers, hein, Oui, puisque après tous les parcours sont un petit peu différents. Mais bien sûr, alors déjà au niveau du recrutement, il y a toute une diversité de recrutement qui fait que selon qu'on est recruté pour faire un métier bien précis ou qu'on est davantage un officier des armes comme moi ou dédié à l'encadrement, déjà les postes tenus, les parcours vont être très différents. Donc après, il y a une gestion. On a une direction des ressources humaines de l'armée de terre qui est là pour suivre les parcours, pour nous orienter à différentes étapes de notre parcours, pour nous demander ce qu'on veut faire, pour nous présenter d'abord ce qu'on peut faire, pour nous demander ce qu'on veut. Et ensuite, il y a le chef aussi qui dit « Oui, mais je pense que lui ou elle peut faire ci, peut faire ça, ou ferait mieux de faire plutôt ci que ça. » Donc voilà, il y a comme tout un dispositif qui permet à la fois d'être informé sur les possibilités, d'exprimer ses choix, et puis au commandement aussi de se positionner pour identifier les potentiels, orienter les gens vers ce qui leur correspond, le plus. Là, j'arrive sur une question que beaucoup se posent et que nous, on voit souvent en lien avec l'armée. C'est Tom, qui est étudiant à Nanterre en informatique, qui demande est-ce que vous avez tous des sessions d'entraînement physique, peu importe le métier, ou est-ce qu'il y a certains postes dans lesquels il n'est pas nécessaire d'en faire ?
Comment ça se passe, le sport et l'armée? Non, alors la préparation physique, elle fait partie intégrante de la condition militaire. Voilà. On ne peut pas être engagé sur une mission, mais un peu quelle que soit la mission, même si c'est sur le territoire national, même si sur une activité un peu limitée ou sur un grand exercice ou à l'étranger, sans avoir un minimum de conditions physiques, parce que la mission, ça reste engageant moralement, psychologiquement, physiquement, parfois aussi, ne serait-ce que pour les conditions d'environnement. Donc le maintien en conditions physiques, il est nécessaire. Et puis ensuite, quand on est dans des unités opérationnelles, eh ben, le niveau d'exigence, évidemment, est plus important et supérieur, avec des attendus qui sont plus importants, et donc un entraînement qui est aussi plus intense, parce que voilà, on est amené à passer beaucoup de temps sur le terrain, dans des conditions difficiles. Voilà, je pense que quand Ouais. on suit quelques reportages, quand on s'intéresse, voilà, on voit ce qu'est le soldat en mission, qui subit quand même quelques privations de confort, de nourriture, d'eau, qui vit avec sa maison sur le dos, qui est équipé pour faire la guerre, donc avec un équipement qui est extrêmement lourd. Donc tout ça, ça nécessite une préparation pour l'aspect purement physique, mais aussi, je pense, pour la condition en général et la capacité à supporter et à intégrer les contraintes de l'environnement, se concentrer sur son travail et sa mission, donc quel que soit le poste, la fonction et le théâtre sur lequel on peut être déployé. On a beaucoup de questions sur le recrutement et comment on rentre dans l'armée de terre. Donc, on a une question de Raphaël, qui est en programme grande école à spécialisation gestion finance à Schema, qui nous demande comment est-il possible de devenir officier de carrière dans l'armée de terre en étant diplômé d'un bac+5 en gestion finance. C'est précis. Alors, quand on a un bac+5, alors lui, c'est officier de carrière avec un bac+5. Donc, c'est un profil pour passer ce qu'on appelle le concours des officiers sur titre. Donc, c'est pour rentrer à Saint-Cyr, mais sur titre, c'est-à-dire en ayant déjà fait sa formation académique, scolaire, enfin universitaire. Et dans ce cas-là, la scolarité que j'ai décrite tout à l'heure de 3 ans ne dure qu'un an, où on se concentre sur la partie purement militaire avant d'être orienté sur sa fonction opérationnelle et de partir directement en régiment. Donc c'est un concours qui a lieu tous les ans, qui est très sélectif, mais qui permet d'être officier de carrière en étant bac+5. Après, il y a toute une... il y a comme une assez grande diversité de parcours, de façons d'entrer en tant qu'officier dans l'armée de terre, soit en étant directement spécialiste dans différents domaines que j'ai cités tout à l'heure, qu'on soit juriste, communicant, en RH ou ce genre de choses. Et puis après, si on n'est plus sur la partie officier des armes ou opérationnel, on a un recrutement sous contrat aussi qui existe, qui permet de s'engager dans un premier temps sur quelques années dans un domaine qu'on a choisi. Et puis, on a le recrutement par Saint-Cyr qui permet d'être de carrière dès le départ. Alors justement, je vais faire le lien avec la question de Thibaut, qui est en licence 3 génie géologique et civil à l'université de Bordeaux, et qui a, lui, dans l'idée, il dit « Je souhaiterais mettre mes compétences au service de l'armée en intégrant Saint-Cyr à bac+5 », donc c'est ce que vous disiez juste avant. Quels sont les critères principaux pour être sélectionné de cette manière? Alors, il faut avoir déjà un bon dossier académique. Un bon dossier universitaire, parce que Saint-Cyr faisant partie des grandes écoles, eh bien, il faut arriver avec un cursus universitaire assimilable à un cursus de grande école, donc avoir les diplômes de bon niveau, et puis ensuite le recrutement se fait par des épreuves orales, qui à la fois on va s'assurer des compétences académiques minimum, mais aussi de la vocation. Ces échanges ont davantage aussi l'objectif de cibler un peu, de s'assurer de la vocation, de la motivation et des bonnes raisons de s'engager
des étudiants qui se présentent. Et puis, il y a une partie d'épreuves physiques aussi qui est assez importante parce que comme ces étudiants ou ces jeunes officiers vont avoir une scolarité très courte, il y aura très peu de temps pour les mettre au niveau physique. Donc, il faut déjà arriver avec une excellente condition physique pour être capable d'encaisser la formation qui est très dense sur une année. Sans se blesser, sans prendre du retard et se mettre au niveau d'autres élèves qui sont là déjà depuis un peu plus longtemps. Merci, c'est très clair. On a Laura qui a 20 ans et qui est étudiante en pré-master à PGE, programme Grande École à Neoma à Reims, qui dit qu'elle prépare un bac+5 et qu'à la fin de celui-ci, elle aimerait s'engager en tant qu'officier sous contrat, donc vous en parliez tout à l'heure. Par contre, elle ne sait pas encore quelle est la spécialité qui l'intéresse, RH, communication ou d'autres choses. Est-ce que quand on s'engage en tant qu'officier sous contrat, on doit déjà choisir et se spécialiser dès le début ou c'est quelque chose qui peut venir plus tard? Comment ça fonctionne? Alors, le recrutement sous contrat, il y a deux branches. Il y a le recrutement sous contrat de spécialistes, de futurs officiers qui sont engagés directement dans leur métier de formation. C'est le cas des RH, des communicants, etc. Donc ça, ce sont les officiers spécialistes, sous contrat spécialistes. Et puis, il y a les officiers sous contrat encadrement. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, c'est des gens qui vont tenir des fonctions de chef de section, de commandant d'unité que j'ai décrites tout à l'heure dans les différentes fonctions opérationnelles de l'armée de terre. Donc, c'est le commandement et c'est les postes dans les régiments. Donc, ce sont quand même deux aspects très différents. Et je pense que pour ça, c'est vraiment important déjà d'aller sur le site s'engager.fr pour bien comprendre et commencer à voir un petit peu comment ça se passe. Et puis après, se déplacer dans les CIRFA, enfin de prendre les contacts pour bien se faire expliquer ces différents cursus. Parce qu'effectivement, l'orientation initiale est importante parce qu'elle détermine la suite. Celui qui décide de s'engager sous contrat, s'il décide quelques mois après, non, finalement, j'avais envie d'être chef de section dans l'infanterie et aujourd'hui, je suis juriste. C'est pas si simple. Voilà, les bascules d'un statut à l'autre. Donc, je pense que les moyens existent pour bien se renseigner et il faut prendre le temps de se positionner correctement et de rentrer par la porte, par la bonne porte pour pas être déçu ensuite ou imaginer qu'on peut facilement faire des bascules immédiates. En tout cas, ça, c'est pas possible. Alors, je précise juste que le CIRFA, c'est le Centre d'information et de recrutement des forces armées, où on peut aller du coup rencontrer des conseillers qui vont aider les jeunes et répondre à leurs différentes questions s'ils veulent s'engager dans l'armée. On a une question de Mathilde qui est assez précise, mais je pense que c'est assez intéressant aussi. Elle demande quelles sont les possibilités pour des civils. Donc, elle, par exemple, elle a un bac+5 suite à des classes préparatoires, elle a fait une école de commerce, et puis elle a une expérience de cadre sur des fonctions commerciales, management chez un leader du e-commerce. En fait, elle souhaite rejoindre l'armée à 30 ans. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut rejoindre l'armée après avoir eu une première expérience d'emploi dans le civil? Alors là, à 30 ans, je pense que c'est difficile, en tout cas, c'est pas possible pour moi sur les carrières d'officier. En revanche, c'est possible dans la réserve opérationnelle. Donc, la réserve opérationnelle, c'est servir, mais pas à temps plein. À raison de 30, 60, 90 jours par an, où on est recruté soit par rapport effectivement à ses compétences civiles, professionnelles par ailleurs, ou parce qu'on veut servir en tant qu'encadrant, tout simplement, parce qu'on aime ce métier et parce qu'on veut y consacrer une partie de son temps et puis être présent sur cette partie-là. Mais c'est davantage sur ce type de poste ou d'engagement que quelqu'un de ce profil-là, je pense, peut s'engager. Parfait. On a une personne qui dit... donc c'est Thomas, 3e année à Sciences Po Paris. Il envisage de postuler à Saint-Cyr via la voie sur titre. Et à l'issue de ses études, il demande quelle est la différence entre le cursus donc OST, donc sur titre, et celui post-prépa. C'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est 1 an au lieu de 3 ans, c'est ça?
Voilà, c'est 1 an de formation qui est exclusivement militaire, alors que quand on rentre par le cursus prépa, c'est 3 ans de formation avec une partie académique où on finalise ses études universitaires jusqu'au niveau de master. Et, euh, et, et cette partie-là, on ne la fait pas quand on intègre Bac+5. Ok, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de questions, mais qu'en même temps, le temps passe, donc ça va être la dernière question du jour. C'est Jeanne qui a 22 ans et qui est étudiante en Master 2 RH à l'IAE d'Aix-Marseille, qui me dit « J'ai l'intention de rentrer en septembre 2021 à l'école de commissaire des armées. J'hésite encore entre les ancrages marines et terres. Pouvez-vous me parler de votre perception du rôle de commissaire en tant que commandant ?» Je précise que je prends les questions qui sont les plus votées par les Oui. Alors, donc, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si ma réponse va lui permettre de distinguer ancrage terre ou ancrage marine. On a des commissaires en régiment déjà. Donc moi, j'ai un commissaire, une commissaire au régiment qui est une jeune officier commissaire qui débute en fait sa carrière professionnelle en régiment et qui découvre en régiment la contribution, le soutien apporté par le commissariat directement aux forces et aux unités opérationnelles. Donc je trouve que c'est un parcours intéressant parce que ensuite c'est aussi des cursus qui sont très variés avec des postes qu'on peut tenir un peu partout en état-major, mais avoir un début de parcours en régiment, c'est assez intéressant. Et pour nous, d'avoir de jeunes commissaires qui côtoient le régiment en début de carrière, c'est intéressant aussi parce que par la suite, c'est des gens qui auront quand même cette expérience-là et qui leur permettra aussi d'opérer dans leur domaine avec cette expérience-là et le lien qui se sera créé avec l'armée de terre. Merci énormément, colonel, pour ce moment riche de partage et d'échange que vous venez de passer avec nous et pour toutes les réponses que vous avez pu apporter pour faire découvrir votre parcours et l'armée de terre. Ce que moi j'en retiens, c'est que, comme vous l'avez dit à plusieurs occasions, il y a des parcours qui sont très variés chez les officiers de l'armée de terre. D'ailleurs, je vous invite, pour tous ceux dont je n'ai pas pu prendre les questions, je m'en excuse encore, à aller poursuivre cet échange avec les ambassadeurs de l'armée de terre qui sont présents sur Major Blessings. Vous verrez qu'ils font tous des missions extrêmement différentes et qu'ils ont tous aussi des formations très, 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 très variées. Et donc, un point intéressant, comme on l'a vu tout à l'heure, rejoindre l'armée de terre, c'est beaucoup de responsabilités très jeunes et la possibilité, en fait, quel que soit le parcours et la spécialité que vous avez étudiée au départ, vous avez potentiellement votre place dans l'armée de terre. Donc, n'hésitez pas à aller poursuivre les échanges avec les ambassadeurs de l'armée de terre, à leur poser des questions sur leur quotidien pour mieux vous projeter et vous assurer que ce sont des métiers dans lesquels vous vous voyez et que vous avez envie de faire. Et puis après, vous aurez la possibilité d'aller échanger en CIRFA pour avancer. Moi, je voulais vous remercier tous d'être encore très présents et de poser toujours plus de questions à nos différents invités. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir un tout autre métier, celui de préfet. Donc, on va vous faire découvrir le métier de préfet en compagnie du coup de Jean-Francis Treffel, qui est le préfet de la Mayenne et qui viendra pendant 1 heure partager son quotidien avec nous. Vous verrez aussi que à la fin de ce point, vous allez être automatiquement redirigé sur la plateforme pour échanger avec les étudiants. Et puis, je vais quand même laisser au colonel Buch le mot de la fin si elle arrive à nous rejoindre pour pouvoir vous dire au revoir à son tour. Et puis, je vous remercie encore une fois, colonel. Très bien, je vous remercie en tout cas de ce temps d'échange, de l'opportunité aussi de témoigner de ce qu'on fait et de son métier, en espérant que ça puisse motiver, inspirer et surtout encourager les plus jeunes. Moi, je pense que le message, il doit surtout être positif. Le marché du travail est peut-être difficile, mais il n'est pas fermé.
Et puis, je crois que peut-être le plus dur, c'est de se connaître et de faire son choix, de définir ce qu'on a envie de faire, et puis ensuite de se donner les moyens et de s'engager pleinement. Voilà. Et puis encore une fois, dans l'armée de terre, on est sur une politique de recrutement ouverte à tous les profils avec de nombreuses possibilités. Donc, je pense que chacun peut y trouver un domaine de spécialité, une voie qui pourra lui convenir. Donc, ça peut marcher, ça marche et il faut y croire et il faut y aller. Merci beaucoup, colonel. Je rajoute Théo, parce que je ne pense pas que le colonel a la réponse à ta question, qu'on va poser la question aux personnes qui travaillent au recrutement de l'armée de terre et qu'on t'enverra la réponse qu'ils nous donneront, parce qu'on a un étudiant qui est un peu frustré et qui demande de l'aide pour aider son petit frère qui veut vraiment rentrer dans l'armée de terre, mais c'est une question très, très spécifique. Donc, je ferai le lien avec les responsables du recrutement de l'armée de terre. Et promis, Théo, on revient vers toi pour te donner les informations pour ton petit frère. Merci à tous. Merci encore une fois, colonel. Et puis, rendez-vous dans 15 jours. Et puis, n'oubliez pas d'aller poursuivre les échanges avec les ambassadeurs de l'armée de terre sur Major Blessing. À très vite. Au revoir.